À plus de 80 ans, alors que beaucoup de gens choisissent de vivre tranquillement parmi des souvenirs dorés, Linda Gray, la femme qui a créé la légende de Sue Ellen dans le film à succès Dallas, a une fois de plus surpris le public. Non pas à cause d'un nouveau rôle ou d'un projet de film, mais à cause d'une nouvelle simple mais émouvante, elle s'est mariée. Après 2 ans passés à nourrir discrètement son amour pour son partenaire, un homme discret en dehors du monde de l'art, Linda Gray a finalement officiellement partagé la bonne nouvelle avec ceux qui l'aiment. Pas de fanfare, pas de pompe, pas de projecteur, juste une annonce douce à travers une photo émouvante, 2 vieilles mains jointes, sur sa main se trouvait une alliance simple mais élégante. Sous la photo, elle a écrit « Parfois, l'amour ne vient pas quand on l'attend, mais il vient toujours quand on en a le plus besoin ». La vie personnelle de Linda Gray a toujours suscité l'intérêt du public, en particulier après la fin de son mariage de 21 ans avec le photographe Ed Thrasher en 1983. Ils ont eu un fils ensemble, Jeff Thrasher, un réalisateur de télévision, qui est malheureusement décédé d'une grave maladie en 2020. Le choc de la perte de son fils l'a un jour fait se replier sur elle-même dans le silence et le chagrin, mais c'est durant cette période que son partenaire actuel est entré tranquillement dans sa vie. N'étant pas une célébrité, n'ayant pas besoin d'apparaître avec elle sur le tapis rouge ou dans des interviews, cet homme était aux côtés de Linda comme un lieu paisible, apportant un réconfort sans mots, l'aidant pas à retrouver son sourire. Les 2 hommes ont commencé à se rencontrer par l'intermédiaire d'un ami commun lors d'une petite fête en Californie, à laquelle Linda a presque refusé d'assister parce qu'elle se sentait en dehors de la foule. Mais la surprise est arrivée à ce moment précis. Linda décrit cette première rencontre comme « un coup du destin », pas une sensation de vibration intense, mais une harmonie calme de 2 âmes expérimentées. Ils ont parlé de musique, de cinéma classique et de solitude. La relation ne s'est pas développée à la manière d'un film romantique, mais s'est développée silencieusement à chaque conversation, à chaque dîner simple, à chaque message de bonne nuit. Pendant 2 ans, ils ont gardé leur relation secrète, non pas par honte ou par peur des ragots, mais simplement parce que Linda voulait protéger leur vie privée à tous les 2. Elle a partagé un jour, à cet âge, l'amour n'est plus quelque chose qui doit être prouvé, mais quelque chose qui doit être préservé. Et c'est cette réserve qui rend la nouvelle du mariage spécial, pas une nouvelle sensationnelle mais une belle histoire qui fait sourire les gens avec admiration. Le mariage de Linda Gray n'a pas eu lieu dans un magnifique château ou sur une plage romantique. Cela s'est passé dans son jardin en Californie, rempli de lavande et de doux soleil printanier. Il y avait quelques proches parents et amis présents, et un petit piano jouait la musique de jazz qu'ils aimaient tous les 2. Pas de robe de mariée d'1 mètre de long, pas de couronne, Linda a choisi pour elle-même une simple robe en soie ivoire, ajoutant des fleurs fraîches dans ses cheveux. Sa beauté à cette époque ne résidait pas dans la splendeur, mais dans la lumière de l'accomplissement, d'une femme qui avait connu suffisamment de tristesse et de joie pour comprendre que le véritable amour vient toujours de la manière la plus silencieuse et la plus douce. S'adressant plus tard à la presse, Linda a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de cacher ce mariage pour toujours, mais qu'elle voulait attendre de se sentir vraiment prête. « Je ne vis plus pour plaire aux autres. Je vis pour chérir les derniers moments heureux de ma vie », a-t-elle déclaré. Cette citation a été une puissante source d'inspiration pour de nombreuses femmes, en particulier celles qui vivent dans la solitude après une perte ou un âge avancé. Linda prouve que l'amour n'a pas d'âge, que les femmes n'ont pas besoin d'être jeunes ou célèbres pour être vraiment aimées. Après le mariage, elle et son mari n'ont pas prévu de lune de miel luxueuse. Au lieu de cela, ils ont planté un petit jardin derrière leur maison, ont élevé quelques animaux de compagnie, ont fait du café, ont lu des livres et ont écouté de la musique ensemble chaque matin. La vie de Linda est désormais loin des projecteurs, mais chaque jour est illuminé par la lumière de la paix. La nouvelle du mariage s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux et les médias. Les fans du monde entier ont envoyé leurs félicitations, non seulement parce que Linda a trouvé un nouvel amour, mais parce qu'elle a eu le courage de surmonter son chagrin et d'ouvrir à nouveau son cœur à la vie. À une époque où les histoires d'amour sont souvent associées au scandale ou à l'hypocrisie, l'histoire d'amour de Linda est comme une bouffée d'air frais, douce, honnête et inspirante. Ses proches ont également exprimé leur joie. « Je n'ai pas vu Linda aussi radieuse depuis des années », a déclaré un ami de longue date. Elle a traversé suffisamment d'obscurité pour mériter de passer à la lumière. Linda Gray, la femme autrefois associée à l'image forte et fière d'une star du petit écran, conquiert désormais le cœur du public avec la douceur de quelqu'un qui vit pleinement son amour tardif.
Ceste peut être son amour tranquille et sa fidélité à des valeurs simples qui ont fait d'elle un modèle pour de nombreuses générations. Il n'est jamais trop tard pour aimer, il n'est jamais trop tard pour recommencer. La renaissance spirituelle de Linda Gray ne vient pas seulement de l'amour, mais aussi de la façon dont elle affronte son passé, en particulier les années de solitude après la mort de son fils unique, Jeff Thrasher. C'était une période sombre où, selon ses propres mots, toute foi en la vie semblait disparaître. Perdre un enfant à un si jeune âge est une douleur indescriptible, et Linda pensait qu'elle ne retrouverait jamais. Just at the moment, I've got an exam coming up, and suddenly they're bombarded with ads from these companies trying to sell them things and trying to reach them. Oh, you can help other students by doing this if you upload your essay, etc. We've also had students being blackmailed, where if they've engaged once with one of these companies, the company will come back and say, you better keep engaging with us, you better keep paying us, or we're going to report you to your university. So we're dealing with a lot of additional things with the online. We do have plagiarism detection software, of course, we have all of that, but we need to get a little bit more sophisticated, I think, in how we approach this. Okay, thanks. I think it's an interesting point about how just the amount of extra work that is being created for staff is not the work that you might expect. Marcus, would you like to just briefly tell us about your role and how the points made today resonate with your work? Sure. I'm Associate Director of Technical Resources at the University of the Arts, which is an art and design institute with roughly 20,000 students across 6 art and design schools, some of which you'll probably know: Central St Martin's, London College of Communication, London College of Fashion, etc. We're building 2 new build campus buildings, one opening in 23 and the other a couple of years afterwards. So some of the conversations here resonate around people, space, digital platforms, technologies, assessment. All of these conversations have been fascinating. Apologies also, I had to disappear and switch to mobile whilst I collected a school child in the middle of this, so that's why I went dark for a while. So just sort of highlighting that sort of flexible use of things like video conferencing, as many of our colleagues are doing so. I think for me, the observations I would make are that the assessment on space and space design, yes, of course, the last couple of years have an impact, but actually the conversation was fascinating around perhaps we are very much on campus. I think it was it Julie that suggested that perhaps that's about 90%. Well, we very much are too, because we're art and design, and it was really interesting to see the ingenuity with which students responded to that challenge working from home. But we learned a lot about the pressures that creates for academic colleagues and for technicians and all sorts of a whole range of members within the course team. And I think that's why we're also thinking very much about how that sort of that design, the design process needs to change or evolve to take the best of both worlds, the on-campus, but plus what elements can we shift naturally and feel confident about operating in digital spaces. I think the citizenship of those spaces